Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Je me présente à l'animation Joël Beauchamp-Monfette, animateur régulier, et j'ai avec moi en studio toute une équipe. À la régie, on a Marie-Laurence Roux et Xavier Spratt. Bonjour vous deux. Allô Joël! Partager un micro, on aime ça. On a aussi toute une brochette de chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui. On a Jean-Noël Roland qui va nous parler de la montée au pouvoir des Carolingiens dans ce qui deviendra la France et l'Allemagne. Bonjour Jean-Noël. Allô et joyeux Saint-Nicolas à tous. Bon, il nous a même donné des chocolats tantôt, hein? Faut le mériter ça. On a aussi un autre médiéviste, Elliot Boulat. Elliot, tu vas nous parler aujourd'hui de la basilique Saint-Denis qui est tout près de Paris et de son lien avec l'histoire des rois de France. Exactement, entre autres. Et sinon, moi j'ai pas de bonbons pour les gens, désolé. On va amputer ta chronique de 5 minutes pour ça. Oh, on entend les chocolats rouler. On va terminer l'émission en beauté avec une habituée de l'émission, Sabrina Gaudreau-Drouin. Bonjour. Allô. Tu vas nous parler aujourd'hui de la bataille de Saint-Denis, mais évidemment pas le même Saint-Denis qu'Eliot. Pas exactement, non. Mais où est-ce qu'on s'en va? C'est où le Saint-Denis? On s'en va dans un village autour du Richelieu. Ah, ben j'ai hâte de savoir ce qui se passe là-bas. Sans plus attendre, on va commencer l'émission avec Jean-Noël Roland. Jean-Noël, tu nous avais fait une chronique sur la dynastie des Mérovingiens il y a quelques semaines, et aujourd'hui tu nous en fais une sur les Carolingiens. Dis-moi, c'est quoi le lien entre les deux? Le lien, c'est tout simple, c'est que les Carolingiens, c'est une famille largement possessionnée en Austrasie, c'est le royaume du Nord-Est dont je vous avais déjà parlé, le Nord-Est qui s'appelle l'Austrasie. Donc c'est une grande famille qui va occuper des fonctions importantes, notamment celle de maire du palais. C'est le premier ministre en quelque sorte des Mérovingiens. Et on va voir au fil de la chronique finalement que ces maires du palais vont réussir petit à petit à prendre le pouvoir au gré de leurs fonctions et au gré de la conjoncture du moment et des querelles en fait entre Mérovingiens. Et c'est seulement la première partie parce que vous allez voir c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de détails à donner pour vous rendre ça un peu plus limpide et donc je vais commencer tout de suite. Donc lors de ma dernière chronique consacrée aux Mérovingiens et à la guerre civile franque, nous avons pu voir que le royaume franc a connu des rivalités, des luttes fratricides chez les successeurs de Clovis en raison du partage du royaume et de l'opposition des grands. À la fin du siècle suivant, donc au VIe siècle, la Gaule, toujours sous l'égide des Mérovingiens, était subdivisée en 4 régions distinctes que vous commencez à connaître maintenant au gré de mes interventions, à savoir l'Aquitaine au sud-ouest, l'Austrasie au nord-est, la Bourgogne au sud-est et enfin la Neustrie au nord-ouest. Nous avons également vu qu'un antagonisme important se fit jour rapidement entre l'Austrasie et la Neustrie, les deux régions du nord. Puis oui, l'Austrasie, la Neustrie, ça correspondrait à peu près à quoi aujourd'hui? La Neustrie, nord de la France, une partie de la Belgique, la région de la Loire, un petit peu de l'Austrasie, c'est le reste de la Belgique, là d'où je viens, Liège, un peu les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne. Donc on est vraiment dans le nord de la Gaule à l'époque. Ok. Et donc cette lutte était incessante et affaiblit particulièrement le royaume et sa dynastie en place. Je vous rappelle, il y avait 12 morts dans la famille des Mérovingiens autour du 6e siècle, c'est quand même pas rien, 12 morts, une quinzaine quasi directe. Donc on a un pouvoir qui est plus ou moins vacillant en fonction de l'opposition aussi qu'a les grands aristocrates qui essayent de s'emparer eux aussi de différentes fonctions et de se rapprocher du royaume, du siège royal. Donc si je comprends bien, les Mérovingiens s'affaiblissent, tout ça c'est au profit des Carolingiens. Pas tout à fait, on va le voir. On est encore bien loin du compte, vous allez le voir tout de suite. Après la réunification sommaire du royaume que j'ai mentionné sous Clotaire II qui meurt en 629, celle sous Dagobert Ier qui meurt en 639 et la brève tentative de 2 ans qui fut menée par Childéric II qui meurt en 675, le processus de division reprend toujours de plus belle dans la seconde moitié du 7e siècle. Les grands d'Austrasie et de Neustrie ne peuvent décidément pas se piffer et les deux autres terroirs, l'Aquitaine et la Bourgogne, donc les territoires du sud, sont finalement considérés comme des territoires dépendants des deux du nord et n'arrêtent pas de changer en fait de main entre Neustriens et Austrasiens au gré en fait des batailles et des conflits et sont considérés finalement comme de simples annexes. Ajoutons que les maires du palais, donc les majordomus en latin, c'est-à-dire les premiers gérants du domaine, c'est ceux qui administrent les domaines royaux pour le compte du roi, sorte de premier ministre, donc s'allièrent à la haute aristocratie dont ils sont issus. Certains d'entre eux tentèrent même de réunifier le royaume, parce que le roi n'y arrive pas vraiment.
et ce qui ne facilite évidemment pas l'apaisement des tensions. Parce que les rois sont faibles, parce que les rois sont pas tout à paresseux. C'est plutôt, ils sont plutôt, enfin souvent considérés comme des rois fainéants, mais ça c'est les Carolingiens qui ont fait réécrire l'histoire. C'est quand même des rois en pouvoir qui donnent des fonctions d'épiscopat, de maire du palais, de comte, mais on va voir que les maires du palais profitent quand même des occasions et les évêques aussi pour essayer de créer des principautés. Oui, Gat ? De toute façon, ça c'est quelque chose d'assez courant. On va retrouver ça aussi dans pas mal de dynasties islamiques où un chef militaire prend le pouvoir et demande une tutelle légale entre guillemets pour justifier un peu tout ce qu'il va faire derrière. Un coup d'État, oui. Ouais. Non, il est toujours dans le respect de celui qui lui octroie son titre. Évidemment. Toujours. Et ça inclut pas d'accident de chasse, jamais. Là, bon, nous allons voir que finalement le maire du palais Hébroïne, dirigeant de la Neustrie, tente de la voie de l'unité franque sous son égide, puisque le souverain n'y arrive pas. L'alliance échafaudée entre Neustrie et Bourgogne ne dure pas longtemps en raison d'un particularisme bourguignon très fort, et surtout à cause de l'évêque d'Autun, le futur Saint-Léger. Celui-ci parvient à regrouper les fidèles les adversaires d'Hébroïne, et l'opposition dont Léger était le principal protagoniste atteint son apogée à la suite du décès du roi Clotaire III, qui meurt en 673. Mais cette opposition est stoppée net avec le martyre de l'évêque, qui deviendra saint, qui est commandité, je vous laisse deviner, par le tumultueux Hébroïne, le maire du palais neustrien. Mais cette division avec la Neustrie n'empêche pas finalement le succès de rivaliser finalement avec succès contre l'Austrasie, qui est une terre caractérisée avec la prépondérante famille des Pipinides, une grande famille aristocratique, et ses alliés, les Arnulfiens, descendants de l'évêque Arnoul de Metz. C'est aussi une famille qui est largement possessionnée entre la Meuse et la Moselle. Mais en même temps, pour ces deux grandes familles d'Austrasie et pour leur pendant en Neustrie, j'assume que les grands gestes d'éclat, c'est pas une possibilité. Je veux dire, avec une aristocratie qui surveille entre elles, certainement que c'est hors de pensée même de posséder le trône. En fait, le trône, la descendance de Mérové, il n'y a pas encore de consécration comme on va le voir avec les Pipinides, c'est une invention des Carolingiens. Mais il y a le fait d'être un Mérovingien, d'avoir la longue chevelure. Les Mérovingiens sont thaumaturges, donc ils peuvent soigner des maladies. C'est quand même respecté. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et on voit qu'il y a quand même des relations de presque féodo-vassaliques, en devenir de fidélité en fait interpersonnelle. C'est un royaume qui est très connecté, malgré les différences, et donc finalement c'est le candidat qui va réussir à attirer le plus de fidèles autour de lui, le maire du palais qui va être le plus fort à gérer des troupes et à pouvoir prendre la main, qui va réussir pour un temps à prendre le dominion. Mais on n'est pas encore en fait au summum de la dynastie, la future dynastie carolingienne. On va le voir, Grimoald, fils de Pépin Ier dit l'Ancien, exerce dès 640 la mairie du palais, tout comme son père avant lui. Grimoald tenait en ses mains les rênes du royaume, tout en évinçant différents opposants. Et à la mort du roi d'Austrasie, Sigebert III, il semble que ce Grimoald tente de s'accaparer le pouvoir. Il fit même tonsurer Dagobert, l'héritier même de Sigebert III dont je viens de parler. Quand on dit tonsurer, on parle de tailler sur la tête. Oui. On lui coupe les cheveux qui était son signe distinctif de roi. Et donc on le relègue même en Irlande avec l'aide de l'évêque de Poitiers. C'est pas n'importe quoi comme exil, on l'envoie sur une île très loin pour être sûr qu'il ne revienne pas. Après quoi, il place Childebert, dit l'adopté, sur le trône. On l'appelle l'adopté parce qu'il l'a pris soit comme étant son propre fils, soit c'est parce que son propre fils a été adopté par le souverain Sigebert III. C'est assez compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on n'a pas le temps. Merci. Néanmoins, le tour de passe-passe du maire du palais Grimoald ne passe pas afin de promouvoir sa lignée et n'est pas toléré par l'élite territoriale en place. Et Childebert, finalement, ne put pas régner très longtemps avant d'être, je vous laisse deviner, assassiné. Tout comme avec le maire du palais Pépin Ier, l'ambition de son fils conduit à une opposition entre Austrasiens et Neustriens de l'autre côté. Les Neustriens ne peuvent pas laisser Grimoald agir de la sorte, sinon ça lui laisserait trop de pouvoir et trop de jeu en fait pour réussir ses tours de passe-passe. Selon eux, seuls les héritiers du roi Clovis II, roi de Neustrie, étaient les véritables prétendants à la succession du roi Sigebert III. Aidés des Bourguignons, ils parviennent à évincer Grimoald et Childebert. L'épouse de Grimoald fut même prise par Frodebert, le futur évêque de Tours, qui ne pouvait pas l'épouser selon sa condition, et donc l'enferma finalement dans un monastère. Et ne s'arrêtant pas là, les Neustriens s'arrangent même pour martyriser la fille du maire de palais Grimoald, qui n'était autre que l'abbesse de Nivelles, nommée Wulf
Wulftrude. Wulftrude. Oui, d'où non, pour si vous avez des chats, des plantes, voilà. Il me semble qu'à chacune de tes chroniques, tu nous apportes de nouveaux noms. Mais j'en ai encore d'autres, vous allez voir. Spoiler, il y a Ultrogo, hein, ça existe oui, aussi pour les filles. Oh, quand même. Et donc, l'abbaye, l'importante abbaye de Nivelles est pillée. Je vous laisse imaginer les dégâts. Sigebert ne laisse pas d'héritier direct et l'Austrasie est reléguée finalement aux mains des Neustriens, donc le nord-ouest. C'est alors que Childebert II, second fils du roi Clovis II et de la reine Bathilde, monte sur le trône. Donc c'est un peu la fin de la puissance austrasienne puis celle des Pipinides. Pas encore, vous allez voir, c'est une histoire à rebondissement digne d'un vrai scénario de série télévisée. Si jamais il y a des futurs scénaristes dans l'écoute. Ces divers événements marquent l'échec de la première tentative de prise au pouvoir par les Pipinides et on voit très bien qu'ils ne sont pas les seuls tentés par le pouvoir. On a toujours l'Hébroïne qui est en place. Ce retour en puissance des Mérovingiens et des Neustriens en Austrasie marque pour un temps donc l'effacement des Pipinides arnulfiens puisque la mairie du palais leur échappe et est placée entre les mains d'un dénommé Wulfoald, encore un autre nom digne d'intérêt. Oui. Wulfoald, ouais. Celui-ci parvient même à prendre possession de la mairie neustrienne, donc les Austrasiens renversent la donne, et à partir du moment où l'aristocratie de Neustrie s'oppose finalement à Hébroïne, qui est trop tumultueux à leur goût. En effet, Clotaire III venant de décéder, Thierry III succède à son frère en Neustrie avec l'appui du dit Hébroïne. Il revient quand même. Il est difficile à s'en débarrasser, telle une blatte. Craignant que ce dernier ne soit trop entreprenant, un complot se fait jour chez les grands contre le turbulent maire du palais Hébroïne et même contre le souverain. Les Neustriens appellent le roi d'Austrasie Childéric II et son maire du palais Wulfoald afin de les aider à déposer son frère Thierry III. Chose faite, Childéric II fut reconnu souverain de Neustrie par l'aristocratie qui l'avait soutenu. À nouveau, l'Austrasie et la Neustrie furent réunies sous un seul et même souverain de 673 à 675. Toutefois, cette réunification fut de courte durée en raison de l'humeur changeante et insatisfaite des Neustriens qui ne voyaient finalement pas d'un très bon œil la suprématie du roi Childéric, placé par l'aide des Austrasiens quand même. C'est particulier parce que entre ces conflits menés de partout par les différentes aristocraties, on peut quand même se demander qu'est-ce qui reste des rois, entre guillemets, légitimes du royaume. On va le voir, c'est un peu comme les souverains mérovingiens nous apparaissent un peu comme de véritables marionnettes aux mains de l'aristocratie, tant austrasienne que neustrienne, laquelle contribue en grande partie à leur élection ou à leur suppression selon l'entente envisagée, de concert ou non avec les maires du palais, du moment d'ailleurs. Childéric II ne faisait pas l'unanimité, on le voit, et dans un contexte de nouvelle opposition entre les deux royaumes du Nord, il est assassiné lors d'une charmante partie de chasse, en compagnie de son épouse. Et oui. Il a trébuché sur son arme. On ne fait pas dans la dentelle à l'époque, on est plutôt efficace. Il fallait bien évidemment s'assurer qu'aucun héritier potentiel ne pointe le bout de son nez un peu plus tard, 9 mois plus tard, le coup d'État. Son maire du palais, quant à lui, peut retourner sain et sauf en Austrasie, et Wulfoald, finalement, on n'en entendra plus jamais parler. Son maire du palais, donc, est retourné, et c'est le jeune Dagobert II, qui a plausiblement été rappelé d'Irlande, dont on avait été l'envoyé pendant un bout dans un monastère. Et pendant ces quelques années-là, il a eu le temps de se laisser repousser les cheveux. Évidemment. Et donc, suite à ce régicide, on le rappelle, il est pressenti pour occuper lui aussi le trône. Mais finalement, lui aussi est tué dans la forêt de Vouvre en 679 sur ordre des grands, qui sont toujours considérés comme des insatisfaits perpétuels. Et qu'en est-il finalement des descendants de Pépin de Grimoald, vous allez me demander, dans ce contexte conflictuel? Ouais, c'est ça. Je me souviens que dans mes cours lointains au baccalauréat, que les Pipinides sont à la base des Carolingiens. Pourtant, on dirait qu'on les perd de vue en ce moment. Qu'est-ce qui advient des membres du clan? Merci de me poser la question. Bien que l'échec de Grimoald mette à mal le clan des Pipinides, le clan des Pépins parvient à se maintenir tant bien que mal grâce au tempérament plus ou moins déterminé des grands du clan. Ainsi, Pépin II, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Pépin dit de Herstal, hérite des vastes domaines Pipinides et arnulfiens. Il n'est autre que le petit-fils de Pépin Ier dont on a déjà parlé, du côté de sa mère qu'on appelle Bègue, et il est de l'autre côté de l'arbre généalogique, le petit-fils de l'évêque Arnoul de Metz, dont nous avons déjà lui aussi parlé. Donc de son côté, son père en fait s'appelle Ancégisel, qui c'est le fils d'Arnoul de Metz. Ça devient un peu compliqué dans les arbres généalogiques. J'espère que ça va. Arnoul de Metz, Pépin Ier ont chacun l'un une fille, l'autre un fils. Ancégis, Bègue, qui vont avoir un fils, Pépin II de Herstal. Ce dernier avait été lui aussi une victime de la vendetta. Donc Ancégisel avait été lui aussi victime de la vengeance sous Grimoald II et meurt. Et finalement au profit de Pépin de Herstal, qui va se marier avec la fameuse Plectrude, fille d'Hugobert, qui accroît donc par ce mariage-là, accroît sa position en Moselle et autour du Rhin.
Ce neveu de Grimoald apparaît réellement sur les devants de la scène vers 679 en tant que Dux, c'est la première fois que le titre apparaît, Dux d'Austrasie. Avec son frère Martin, il s'oppose au belliqueux Ebroin, qui est toujours là, décidément, maire du palais de Thierry III, je vous rappelle, qui aspirait toujours à unifier le royaume des Francs en vain. Neustriens et Austrasiens s'opposent à nouveau au lieu appelé Loukofao, ou Bois du Failly, dans les Ardennes, non loin de Rethel. La bataille tourne en défaveur de Pépin et de Martin. Toujours, décidément, les Pipini ne sont pas au devant de la scène et en bonne voie pour réussir leur coup d'état futur. Pépin et Martin parviennent toutefois à s'échapper, et néanmoins Martin, qui a trouvé refuge à la ville de Laon en France, est assassiné sur ordre du maire du palais, Ebroin. Et dans un contexte de vengeance, Pépin parvient finalement à tuer en 681 l'impétueux maire du palais, Ebroin. On est vraiment à couteau tiré dans les deux temps. Au sens propre. Voilà, il était temps, me direz-vous. Un dénommé Waraton reprend alors la nouvelle mairie du palais laissée vide par Ebroin en Neustrie, où Thierry III avait été rétabli sur le trône. Mais la paix revenue pour un temps, Waraton et particulièrement son successeur Bercher aspiraient à reprendre la politique unificatrice de Neustrie. Et ça va pas bien se passer, parce que Pépin va réussir à s'opposer à nouveau contre les Neustriens. Il va toujours, encore une fois, être défait, cette fois-ci à Namur en Belgique. Et malgré cette défaite-là, Pépin parvient à mobiliser ses forces et en 687, l'armée du maire du palais austrasien Pépin écrase finalement celle de Bercher, non loin de Saint-Quentin, à Tertry. Et là, on est dans un grand tournant pour les Austrasiens. Bercher dut prendre la fuite avant d'être assassiné l'année suivante. Ça se passe pas bien pour les Neustriens, vous allez me dire. Enfin, ce n'est qu'à la suite de cet assassinat additionnel, encore un, que Pépin II peut s'emparer finalement de l'ensemble des terroirs francs et les unifie en prenant sous sa garde le roi mérovingien Thierry III de Neustrie. Comme ça, on contente un petit peu tout le monde. Ben oui. Lequel concerne non seulement le royaume de Neustrie, mais devint par la même occasion le roi de l'ensemble des régnats francs réunifiés. Et c'est ici que je vous laisse et on reprendra la suite peut-être la semaine prochaine ou en janvier. Évidemment, tu nous laisses sur notre fin. On a très hâte d'entendre la suite. C'est gentil. D'ici à ce qu'on entende la suite, si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller écouter la chronique précédente de Jean-Noël sur les Mérovingiens. C'était le 18 octobre dernier. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'époque des Carolingiens, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Jean-Félix Aubé sur le latin et le savoir à l'époque des Carolingiens. Et ça, c'était le 11 octobre dernier. On s'en va en musique. Marie-Laurence, où est-ce que tu nous amènes? On écoute Canidé de À la claire ensemble. On vibe, on se craint, on chill. On se craint, on chill, on vibe. On se craint, on chill, on vibe. On se craint, on craint, on chill, on vibe. On se craint, on chill, on vibe. Yeah, 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 yeah. Cœur de caméléon. J'associe tout ce que j'aime avec un million. Holy motherfucking G's comme Jeffy Lyon. Savage Jones, Harry comme des animaux. C'est quel ton prep d'un calino. Dans les un made up band. Tout pas pareil dans le mine. On se rejoint dans le van. Quasiment tout sur le même. Gros cling glace à Bobinelle. On est défouraillés sur stage. Wouf. Une coupe de chien qui aime bien ça. Chez quoi la génération un tape. Des chiens qui aiment rafler. Ça s'apparente à des grandes qualités. De checklist, invente-les, moi j'en ai aucune idée. Je parle jamais de cachet, pis juste de visibilité. Ouais, jusqu'à extrêmement loin de ta débilité. Facilité, 2 points. Nous rappons pour nos acides facilités. Très loin, on sécurise les racks en toute fiscalité. Moi, fait notre clip juste sur le frigo. J'pense qu'il est prêt le café. Lance-le sur le parbec. Yeah. Tous mes ranceurs, mes rages et mes thugs et mes ambianceurs. Tout cette rancœur, le lifestyle, la plug et mes ancesteurs. On n'a pas volé nos places, concentre tous ce podcast. Hey, finis ton abol dans l'ouest, dans le très bon sens du terme. On se craint, on chill, on vibe, on se craint, on chill, on vibe. Hey, on se craint, on chill, on vibe, on se craint, on chill, on vibe, on se craint, on chill, on chill, on vibe, on se craint, on chill, on vibe. On se craint, on chill, on vibe. Moteur really bonne, télé stash, c'est les clics là. What up, wolf, truc de ouf, vélo sur 4 ans. Tight, high, kick, balls, lampée blanche, calabash, swag raw, 100%, souvent quand même adéquat. On met le beau bar dans nos labeurs, don't know what you talking about. All you wish you had, au moins un peu de cash pour tes poses opinions, man. Le tub en pelle, un chien qui a une gueule, un full de poil, I'm on my shit, pas besoin de smell it, sous ma smell. Genre Aberton, sur la well, gel qui shine, même pas de grill. Jeep électrique, serait pas un luxe, en 2019, se remplit de boîtes, on garde la foi comme son fâché. Toutes ces belles fucking années qui ont gâché. I juste talk shit, ces forums de HHQC. Qui le cru? Qui? Maman a pas élevé une tête de pu. C'est sûr. Ah shit,
shit, la claque. Ils disent qu'ils veulent la claque. Ils veulent les grouillacs, on va le donner direct. Hey, c'est old school comme un sound effect de fax. Le vrai canaille, ouais, call-moi sur l'intax. On chill, on vibe, on se craint, on chill, on vibe. Et on se craint, on chill, on vibe, on se craint, on chill, on vibe. On se craint, on se craint, on se craint, on chill, on vibe. On se craint, on chill, on vibe. On se craint, on chill, on vibe. On est toujours sur les ondes de choc.ca à la formidable émission Histoire de passer le temps avec notre équipe de chroniqueurs et chroniqueuses sans vergogne et sans limite de talent. Alors on va enchaîner. On est modeste. C'est donc bien encensant tout ça, wow. Pour une fois que je suis pas chroniqueur, je peux faire le compliment. On va tout de suite enchaîner avec Elliot Boulat. Elliot, tu te tiens aujourd'hui dans la ville aux 100 clochers pour nous parler d'un autre clocher, mais cette fois-ci qui est en France, celui de la basilique Saint-Denis. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Eh ben, pas mal de choses. Donc, on va essayer de tracer un portrait à travers le Moyen-Âge. Je ne promets pas où je vais vous lâcher sur le terminus, mais on va donc commencer au départ. Alors, la basilique de Saint-Denis, aujourd'hui, est au nord de Paris, un peu en dehors de la ville, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est une cathédrale que depuis 1966. Ça, c'est important de le préciser parce que, tout simplement, on a créé l'évêché de Seine-Saint-Denis à ce moment-là. Avant, elle a eu d'autres titres, notamment celle d'abbatiale. Tout simplement, c'est une église rattachée à une abbaye, c'est-à-dire un monastère. Et elle a aussi eu le titre de basilique. C'est un titre décerné par le pape, généralement. Oui, parce que je suis pas sûr de comprendre la différence cathédrale, abbatiale, basilique. C'est comme je viens de le dire, c'est des titres qui renvoient à des choses différentes. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. En gros, cathédrale, c'est tout simplement un titre administratif. Hein, c'est là où se trouve la chaire de l'évêque, la cathèdre. La basilique, c'est donné par le pape. Et l'abbatiale, simplement parce que c'est rattaché à une abbaye. Alors, donc... Pour ce qui est du bâtiment lui-même de Saint-Denis, le premier bâtiment connu apparaît au 5e siècle. Mais l'endroit en lui-même est déjà occupé largement avant. Paris et ses environs sont occupés de manière ininterrompue depuis au moins le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça, il n'y a pas de souci. Par les Romains? Les Romains, il y a eu les Romains, il y a eu aussi des Gaulois, il y a pas mal de monde qui s'est mis là-bas. Il faut rappeler quand même que c'est des terres assez fertiles, c'est le long de la Seine, donc c'est toujours, pour le commerce et l'agriculture, c'est plutôt sympa comme endroit. Alors, Denis, qui est-il? Alors, Denis, c'est un évêque du 3e siècle après Jésus-Christ, qui est envoyé par le pape à Paris pour évangéliser la population. Il faut rappeler qu'on est avant l'édit de Constantin, ça signifie tout simplement que la religion de l'Empire romain reste la religion romaine, la religion civique. Donc, lorsque Denis arrive à Paris pour convertir les gens, ça va pas forcément plaire à tout le monde, notamment aux patriciens romains. Parce que le christianisme est encore interdit, je pense. Voilà, exactement. C'est encore une religion, surtout une religion d'esclaves, hein, c'est une religion des pauvres, alors que la religion des optimates, des patriciens, c'est la religion romaine. Donc, comme ils voient que ça commence à faire du chahut, ils vont faire arrêter Denis et ses acolytes, les condamner, les torturer et les exécuter sur la colline de Montmartre. C'est-à-dire de là que viendrait le nom de Montmartre, serait le mont des martyrs. Solution expéditive. Autre possibilité, ce serait aussi le mont de Mars ou le mont de Mercure, parce qu'il y avait un temple romain là-bas dédié à Mars ou à Mercure. Alors la légende commence là-bas, parce qu'une fois décapité, on vous racontera que Denis aurait ramassé sa tête et il aurait marché jusqu'à Saint-Denis avec sa tête entre les mains, où il aurait fini par s'allonger dans un champ où une Romaine nommée Catula l'aurait inhumé et se serait convertie sur sa tombe. Alors, très belle la géographie. Voilà. Oui. Alors d'après les sources archéologiques aujourd'hui, on sait qu'il y avait un complexe, tout simplement un complexe agricole là-bas à l'époque, potentiellement un cimetière. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès les décennies suivantes, un cimetière commence à apparaître autour de la tombe du saint. On commence à se faire enterrer autour de Denis. En fait, ce qui va mener au 5e siècle à l'établissement d'une chapelle. Ça, on retrouve ça dans la légende de Sainte Geneviève, qui est la sainte patronne de Paris. Elle aurait retrouvé les reliques de Denis et donc aurait élevé une chapelle autour. 200 ans après sa mort, je pense. Voilà, environ. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, des nobles mérovingiens vont commencer à se faire enterrer là-bas, ce qui est normal. Être enterré à côté d'un saint, ça participe tout simplement à préparer votre vie pour l'au-delà. Hein. Vous avez un intercesseur, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez mort, il parlera en votre nom le jour du jugement dernier et vous ouvrira les portes du paradis un peu plus facilement. C'est toujours bien qu'on ait un noble mérovingien, bon, on a un peu assassiné, on a un peu tué sa famille, etc. Bon, c'est toujours ça de prix. Bref, dès le 6e siècle, il y a la première personne royale connue enterrée là-bas. C'est la reine Arégonde. Tout simplement, on a oublié qu'elle a été enterrée là-bas pendant des siècles. On l'a redécouverte qu'en 1959, lors de fouilles archéologiques menées dans la crypte de Saint-Denis. C'est très récent, effectivement. Alors, le premier roi connu enterré là-bas, c'est un roi qui est connu de à peu près toute personne connaissant un peu
les chansons enfantines françaises, c'est le roi Charlemagne. Non, Dagobert. c'est pas ça. Ah, Non, Charlemagne, ok. il viendra plus tard. Alors Dagobert, lui, donc c'est un roi des Francs, un roi mérovingien, et donc il est militairement assez puissant. Il est contemporain de l'installation de la communauté monastique à Saint-Denis, et du coup il va très bien s'entendre avec les moines de Saint-Denis. Ils se rendent, si vous voulez, service mutuel. Dagobert a une légitimité religieuse grâce au fait que le monastère a les reliques de Denis sous sa garde, et le monastère, il a un protecteur militaire, parce qu'ils viennent de s'installer aux limites du domaine royal. Ça peut risquer pour la sécurité, c'est pas non plus, je vous rappelle, la paix n'est pas partout dans le royaume tout le temps, donc avoir un protecteur militaire à portée de main, c'est toujours quelque chose d'assez bien pour une communauté qui essaye de s'agrandir, de se développer. Mais c'est drôle parce que quand on écoute la chanson, bon, c'est sûr que c'est pas une preuve historique d'aucune façon, mais on a l'impression que Dagobert est pas un roi fort ou est pas un bon roi. Pourquoi est-ce que pour eux c'est un roi fort qui les défend? Déjà la chanson, cette idée que c'est pas un roi fort, c'est simplement parce que c'est une chanson de la Révolution française, donc le but c'est de se moquer du pouvoir royal, c'est pour ça. Eux, ils ont tout simplement, c'est le roi des Francs, c'est quand même un des nobles militaires le plus puissants, et donc c'est toujours une bonne entente à avoir. Et puis il a réunifié le royaume. Lui, il a réussi. Voilà. Pas comme ses Alors, successeurs. à sa mort, Dagobert, il est enterré à Saint-Denis, à la crypte, sous une plate tombe, mais ça ne devient pas la nécropole officielle des rats de France. Ça sera bien plus tard, ce sera au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, c'est sous le nom de Saint-Louis. À l'époque, on s'est enterré dans un endroit avec lequel on a des affinités particulières. Dagobert était plutôt proche de Saint-Denis, se fait enterrer là-bas. Il y a des légendes d'ailleurs sur ce qui est arrivé à son âme après sa mort, parce que même s'il a été assez proche de Saint-Denis de son vivant, il n'a pas une vie très en phase avec les canons chrétiens, il a fait piller des églises, il a participé à la guerre, il a tué des gens, donc forcément on va décréter que son âme est tombée en enfer. Mais assez rapidement on va créer des légendes autour de son âme, et ces légendes vont être figurées au XIIIe siècle sur le tombeau que les moines vont lui offrir, un nouveau tombeau. C'est l'image que j'ai mis pour ma publicité aujourd'hui, okay, oui. C'est en fait simplement la légende de l'âme de Dagobert. Que se passe-t-il? Dagobert tombe en enfer, et du coup vous avez donc sur la frise la plus basse une barque avec les démons qui emmènent le roi en enfer. C'est très bien décrit par Gaston Bachelard dans L'eau et les songes, un de ses livres de philosophie. Deuxième frise au-dessus, vous avez Saint-Denis, Saint-Maurice et Saint-Martin qui viennent chercher l'âme du roi sur la barque et l'emmènent en haut sur la troisième frise où il est sur un drap blanc dans la main de Dieu, entouré d'anges. Pourquoi? Parce que cette légende se diffuse sous les Capétiens en fait. Or, comme sous les Capétiens, le roi devient un intercesseur entre les cieux et la terre, il ne peut donc pas être en enfer. Et donc on va déléguer un saint pour venir chercher le roi et le ramener au paradis. Et ce saint, ça va être Saint-Denis, parce que tout simplement Saint-Denis est enterré à côté de Dagobert. Et donc ça va tout simplement devenir peu à peu le protecteur de la personne du roi, puis de la monarchie à partir du XIIe siècle en France. Mais si Dagobert avait une bonne relation avec l'abbaye de Saint-Denis, j'assume que c'est pas tous les rois ou tous les personnages au pouvoir qui vont avoir une belle relation avec Saint-Denis. C'est le cas notamment du prochain personnage important vraiment connu en terre à Saint-Denis, qui est Charles Martel. Alors Charles Martel, c'est un maire du palais. Jean-Noël vous en parlera peut-être une prochaine fois avec plus de détails. Mais tout simplement, Charles Martel, lui, il a une relation assez tendue avec Saint-Denis, tout simplement parce qu'il va leur confisquer pas mal de terres. Qu'il va tout simplement pour redistribuer à des vassaux ou tout simplement augmenter le pouvoir du roi en augmentant ses terres, le domaine royal, les terres d'où il tire en fait tout simplement ses revenus fiscaux. Et ça plaît pas à l'abbaye, vous vous doutez. Par contre, l'abbaye étant déjà un centre culturel reconnu, il y a placé son fils Pépin pour y faire ses études, ce qui fait qu'il y a une sorte de tension entre les deux. Mais à sa mort, Charles Martel décidera de se faire enterrer à Saint-Denis. Il se fait enterrer à la crypte lui aussi, sous une plate tombe. Lui aussi, il y a des légendes sur ce qui arrivait à son âme après sa mort. Les moines, quelques décennies plus tard, vont écrire que un moment, un évêque au niveau d'Orléans aurait eu des visions. Il serait venu à Saint-Denis vérifier, en soulevant la tombe de Charles Martel, un dragon en aurait jailli. Un dragon. Preuve ultime que la tombe communique directement avec les enfers et que c'était pas quelqu'un de très recommandable. C'est un très beau texte. Voilà. En même temps, à côté d'un saint qui transporte sa tête sur plusieurs kilomètres, je me dis, un dragon, c'est-tu si pire? Voilà, la prochaine fois, peut-être un Direwolf, on sait pas, l'hiver arrivant. Bon, on retourne toujours à Game of Thrones ici. Toujours. Surtout quand il y a des médiévistes autour de la table. Bref, tout ça pour vous dire que le roi suivant, Pépin, qui va initier donc les Carolingiens, lui va être très proche de Saint-Denis. On y a vu, il a fait ses études, il est même confirmé de son titre de roi par le pape à Saint-Denis. Par le pape lui-même, qui fait le déplacement pour un peu embêter l'empereur byzantin en passage, ça lui fait toujours plaisir. Et tout ça pour dire en fait que c'est un lieu important pour lui. Il se fera donc enterrer là-bas, mais lui il va se faire enterrer à l'entrée de l'église en dehors pour que les gens en fait tout simplement marchent sur sa tombe quand il rentre dans l'église et donc qu'il rachète comme ça les méfaits de son père envers l'abbaye de Saint-Denis. Mais il va pas rester quand il nous tient. Ouais, exactement. Il va pas rester très longtemps en dehors. Après la mort, c'est un peu plus facile quand même. Il reste pas très longtemps en dehors parce que son fils,
Charlemagne, quand il accède au trône, avec l'aide d'un abbé nommé Fulrad, ils vont agrandir l'église. Ça va être sa forme romane, et donc dans l'agrandissement, ça va enserrer la tombe de Dagobert et donc la réintégrer dans l'enceinte de l'église. Ce qui fait que tout simplement, ça commence à devenir vraiment un lieu d'inhumation privilégié de plus en plus, notamment pour la dynastie carolingienne. Cependant, Charlemagne ne sera pas enterré là-bas, il sera enterré à Aix-la-Chapelle, tout simplement parce que c'est la capitale du pouvoir carolingien, du pouvoir impérial carolingien, et donc c'est normal pour lui de se faire enterrer au plus proche de son pouvoir politique. Symboliquement, ça fait sens. Par contre, son fils Louis le Pieux, lui, sera très proche de Saint-Denis, notamment il recevra en don de Michel II, l'empereur byzantin, les textes du pseudo-Denis, donc des textes qui vont être attribués à Saint-Denis, c'est des textes en grec, et donc ils vont être très importants parce qu'ils vont être confiés à l'abbaye de Saint-Denis, et ça va devenir un des objets principaux de l'identité, en fait, de Saint-Denis. Ouais, un texte en grec, t'as dit? Oui, parce que Saint-Denis, en fait, a une petite connaissance du grec, puis il va la cultiver, et Saint-Denis, c'est un des rares endroits au nord de la Méditerranée où on comprend et traduit le grec ancien. Et ça, du 8e, 9e au 14e siècle, c'est même eux qui vont fournir les premiers professeurs de grec à la Sorbonne, à l'université de Paris, quand elle va naître. En fait, c'est un centre culturel extrêmement important, Saint-Denis. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas une petite abbaye perdue au milieu du royaume, ça fait partie des abbayes principales. Alors, c'est certes à l'époque pas aussi beau que, par exemple, Cluny, ou Cîteaux, mais c'est quand même très important. Cluny, à l'apogée de sa bibliothèque, c'est à peu près 700 livres, ce qui est énorme au Moyen-Âge, il y en a à peine 2 en grec dans les 700 livres de Cluny, et ils sont pas vraiment capables de les traduire. Alors qu'à Saint-Denis, on est capable de les traduire, alors pas toujours très bien, on est d'accord, mais on a cette connaissance qui va se transmettre. Puis est-ce que c'est possible que le fait que ce soit un centre intellectuel très fort, ça soit une des raisons pourquoi c'est favorable pour les rois de s'associer à cette basilique-là? Ça va jouer, mais c'est plutôt à la marge, parce qu'en fait ça se co-construit en fait. C'est simplement, ça peut se développer parce que et intellectuellement parce que c'est riche. Pourquoi c'est riche? Parce que c'est des terres très fertiles autour, et parce que ça s'entend bien avec le pouvoir royal. C'est un peu un donnant-donnant d'une certaine manière. Puis on forme la main d'œuvre de l'État, si on veut. Voilà, c'est une formation intellectuelle très reconnue. Saint-Denis, et les rois ils placent souvent soit leur aîné, soit leur puîné là-bas pour qu'ils y fassent des carrières. Donc c'est assez courant, tout simplement, qu'il y ait cet aller-retour de personnel intellectuel et politique, si vous voulez. D'ailleurs, le petit-fils de Charlemagne, Charles de Chauve, enfin un de ses 3 petits-fils, lui va être très très proche de Saint-Denis, il va même pendant un temps gérer l'abbaye en tant qu'abbé laïque. Mais pas pour s'enrichir, vraiment, assez sincèrement, il va faire énormément de dons à l'abbaye, et il sera tellement aimé des moines que lorsqu'il va mourir assez loin, il va mourir du côté des Alpes, les moines, quelques années plus tard, ils vont rechercher son corps pour le ramener à Saint-Denis et l'inhumer dans une grande baignoire en porphyre, en marbre rouge. Ça montre qu'on l'apprécie énormément, parce que le porphyre s'est épuisé dans toutes les mines connues au Moyen-Âge, et donc pour s'en procurer, il faut l'acheter soit à Rome, soit du côté de Constantinople, et donc être capable de se payer un morceau de marbre qui est quand même assez grand pour contenir un corps humain, oui, et le ramener à Saint-Denis, ça prouve en fait qu'on est prêt à dépenser énormément pour ce personnage, pour l'honorer. Donc ça montre aussi, les Alpes, ouais. Ça montre aussi tout simplement que Saint-Denis est très riche à l'époque. Faut se rappeler que dans les siècles suivants, c'est là où vont se tenir les foires du Landy. C'est les grandes foires commerciales qui relient la Flandre à l'Italie. C'est un des points de jonction 12e, 13e, 14e commerciaux les plus importants de l'Europe. Et ça se tient juste devant Saint-Denis, et c'est l'abbaye qui gère les stands, qui fait payer les gens. Donc c'est extrêmement lucratif. Ça aide à encore plus s'enrichir. Oui, plus les pèlerinages, bien sûr, on va voir les reliques, on file une petite pièce, bref. Saint-Denis, c'est très riche, mais pourtant ça n'a pas de velléité autonomiste. Ça s'entend très bien avec le pouvoir royal, ce qui est assez rare pour une abbaye puissante. C'est ça qu'il faut aussi remarquer. Qu'une abbaye soit aussi proche du pouvoir royal, c'est peu courant. Parce que la relation est très bonne, et ça va culminer sous un abbé qui est l'abbé Sugère. Sugère, c'est le grand abbé du XIIe siècle qui va créer d'une certaine manière l'art gothique. Il va faire de Saint-Denis la première église gothique, il va faire d'énormes travaux, et il va aussi travailler l'image du roi. Par exemple, la fleur de lys, comme symbole du roi de France, c'est Sugère. Pourquoi ? Parce qu'une fleur de lys à 3 têtes, c'est donc un symbole trinitaire, et donc imposé à la personne royale, comme on est sous les Capétiens dorénavant, ça renforce cette idée d'intermédiaire entre les cieux et la terre. Le bleu marial comme couleur du roi de France, c'est Sugère aussi. Même l'oriflamme, la grande bannière des rois de France, apparaît dans l'église à l'époque de Sugère. En fait, c'est la bannière du Vexin, qui, une fois conquis et rattaché au domaine royal, va être posée dans Saint-Denis, dans le chevet nouvellement construit, sous les reliques de Saint-Denis, pour marquer tout simplement le rattachement au domaine royal. Puis on va mythifier la bannière en expliquant qu'elle a été apportée par l'ange Gabriel, roi de France, pour, dès qu'il la sort, faire qu'il gagne n'importe quelle bataille. Mais vous voyez, ça commence à centraliser les attributs du pouvoir royal, même au-delà. Les régalias, les grands symboles, la couronne, le sceptre, le manteau du sacre, dorénavant, juste après Sugère, tout ça est gardé dans le trésor de Saint-Denis, et c'est l'abbé qui le sortira et l'emmènera en procession à Reims pour le roi. Et ça va culminer avec Louis IX.
Louis IX, que vous connaissez sous le nom de Saint-Louis, lui va faire de Saint-Denis la nécropole officielle du roi de France. Dorénavant, tous les rois et reines auront obligation de se faire enterrer là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agrandir l'église pour donner la forme actuelle, en gothique rayonnant, c'est le type de gothique au XIIIe siècle, avec les arcs-boutants, avec une très haute voûte. Il va également commander 16 gisants et tombeaux pour tous les rois et reines qui avaient été enterrés avant à Saint-Denis et qui n'avaient pas eu de tombeau, pour les symboliser. Il va faire une chronologie, en fait, où il va mettre mérovingiens, carolingiens, capétiens côte à côte, pour en fait montrer comme une seule grande famille. Exactement, une seule grande famille qui règne sans interruption. Et ce qui prouve qu'il a pensé à tout, c'est que Charles Martel a son gisant avec des symboles royaux. Il a une couronne et un sceptre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est considéré comme un roi légitime a posteriori et placé à côté de Clovis II. Et donc le pouvoir sautait des mérovingiens aux carolingiens sans interruption. Et donc c'est la même famille élue de Dieu qui règne sur le royaume depuis le départ. Et comme ça suit les processions jusqu'au chœur, c'est la disposition, on termine dans le chœur de l'église, dans la partie la plus sacrée, Cora, là où on chante, mais métaphoriquement, les chœurs du Christ à croisée des transepts, parce que les tombeaux sont dans les bras de la croix, du transept, donc les bras du Christ, et les plus importants, Louis IX et son père et son grand-père, Louis VIII et Philippe le Bel, étaient tous les trois dans des tombeaux au milieu de l'église. Et après cette consécration un peu du pouvoir royal de Saint-Denis, qu'est-ce qui se passe vers la fin du Moyen-Âge? Est-ce que sa situation évolue? Où est-ce qu'on va à partir de là? Elle prend de plus en plus d'importance, notamment on va voir les matériaux des tombeaux devenir de plus en plus précieux, on va avoir le premier gisant réaliste pour Charles V, on va avoir le premier personnage royal, je vous en ai déjà parlé, du Guesclin, le connétable enterré à côté de Charles V pour montrer cette puissance, mais malheureusement la guerre de son temps va être très dure envers Saint-Denis. Pourquoi? Tout simplement, elle est aux mains, au bout d'un moment, des Bourguignons et donc des Anglais. Et Charles VII, en fait, va avoir plusieurs fois, l'abbé de Saint-Denis ne le soutiendra pas dans ses demandes de pouvoir. Le roi d'Angleterre, Henri V, dont j'ai déjà parlé, lui aura une cérémonie funéraire à Saint-Denis, en présence de l'abbé, en présence des nobles, et donc en fait, in fine, lorsque Charles VII reprendra le domaine royal, il n'aura plus confiance en Saint-Denis, et Saint-Denis va peu à peu ne rester plus que la nécropole officielle du roi de France, et ne plus avoir ce rôle de vitrine du pouvoir royal, en fait, d'expression d'un programme politique. Paradoxalement, ce qui est très marrant, c'est que, alors que ça se termine, ce rôle de vitrine du pouvoir royal, les 3 plus beaux tombeaux de la basilique, les plus impressionnants, seront créés à la Renaissance. Ce seront les tombeaux de Louis XII et d'Anne de Bretagne, de François Ier et de Claude de France, et de Henri II et Catherine de Médicis. Ils sont 3 tombeaux de la Renaissance qui sont gigantesques pour l'époque, mais qui, du coup, ne sont faits que pour une simple, entre guillemets, église abbatiale nécropole. Merci beaucoup, Elliot. C'était très intéressant. Si y en a qui ont le goût d'aller voir, ça serait quelque chose d'intéressant à faire, parce que c'est sûr que ici on est au Québec, pas en France, donc ça peut être difficile. Par contre, si jamais ça vous tente, les bâtiments religieux vous intéressent, on a ici au Québec, à Montréal, une basilique aussi qui a le même statut, c'est la basilique Notre-Dame. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ma première chronique à l'émission, celle du 12 octobre 2018. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la religion au Moyen-Âge, je vous invite à aller écouter la chronique du 29 mars dernier de Jean-Noël, qui est juste ici à côté de moi, et qui traitait des évêques au Moyen-Âge. On s'en va en musique maintenant. Xavier, où est-ce que tu nous amènes? Oui, donc on va écouter la chanson Istanbul du groupe Perséide. Je vais faire une petite promo. Me pardonneras-tu
vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca à l'émission Histoire de passer le temps. Elliot, je crois que tu avais un crédit à rendre à César, c'est ça? Exactement. La photo que j'ai utilisée a été prise par une amie plasticienne qui s'appelle Yan Leng. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur son Instagram, elle fait notamment des montages avec des statues. Elle est en train de préparer toute une série avec les gisants de femmes de la basilique, où elle travaille sur des matériaux en mettant les photos sur du marbre, etc. C'est super comme travail, et donc je voulais la remercier pour cette photo. Parce qu'on sait qu'en histoire, c'est important de toujours citer ses sources, sinon on perd la crédibilité. On va terminer l'émission en beauté avec Sabrina Gaudreau-Drouin. Sabrina, les Patriotes sont gravés dans l'imaginaire, hein? Surtout pour leur défaite cuisante contre l'Empire britannique. Mais beaucoup savent pas qu'ils ont aussi eu des victoires, comme à Saint-Denis. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben, certainement que je veux vous en parler, considérant que c'est une victoire en plus cette fois-ci. Ça va être moins démoralisant un peu, à part vers la fin de ma chronique, mais je vendrai pas mon punch. Ben oui, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une assez célèbre bataille qui s'est passée à la même période de l'année qu'en ce moment, dans le fond, mais il y a de cela 182 ans quand même, là, ça a fait du chemin. La bataille de Saint-Denis, qui reste, somme toute, un événement qui est assez peu connu là, dans l'historiographie des rébellions. Pas qu'on la connaît pas, qu'on la reconnaît pas, mais dans le sens que on sait quand même pas grand-chose sur le déroulement concret de celle-ci, mais elle suscite également plusieurs conflits dans l'interprétation des sources. Pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas trop? Est-ce que c'est la quantité de sources? Est-ce que c'est l'interprétation des sources? Qu'est-ce qui fait qu'on en connaît pas? En fait, c'est la provenance des sources. Si on consulte des sources qui sont plutôt britanniques ou des sources plutôt de journaux patriotes, ben là c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des petites erreurs, puis je vais en glisser quelques mots là au cours de ma chronique. On va voir qu'ils sont vraiment pas d'accord, ils expliquent pas les faits non plus de la même manière. Puis c'est surtout au niveau quantitatif là, qu'on va voir qu'ils sont pas d'accord non plus. Mais je vais y revenir, c'est sûr. Ça fait quelques semaines qu'on fait des chroniques qui ont rapport à la guerre. Il me semble que j'entends ça souvent. Ouais. Les chiffres, on s'entend pas dessus. C'est dur à quantifier quand même les effectifs militaires, dépendamment du côté où est-ce qu'on est aussi. De toute façon, encore aujourd'hui, dans les manifestations, ouais, c'est vrai. On n'est même pas capable de faire des comptes à peu près clairs. Donc, Effectivement. Mais tu as parlé du village de Saint-Denis. Ça ressemble à quoi? C'est au bord du Richelieu, ça, je crois. Hein? Oui, effectivement. Il faut savoir que le village là, de Saint-Denis, ben, il est reconnu quand même depuis un bon moment là, avant la bataille du 23 novembre 37 pour être un des châteaux forts du mouvement patriote. Donc, durant la première moitié là, du 19e siècle, c'est un village qui compte quand même 3000 habitants, ce qui est beaucoup pour un petit village là, qui est autour du Richelieu. Puis, il est très prospère. Fait un peu cocasse, là. Il est considéré comme la capitale de la poterie au Bas-Canada. Puis là, ça a l'air un peu bizarre, là, la poterie, mais c'est quand même un commerce important là, à ce moment-là. Plus tôt, pendant l'année 37 aussi, ben Saint-Denis est très mobilisé. Là, on lance notamment des appels dans les journaux pour rallier le plus de gens possible finalement à la cause patriote. On a même un groupe de femmes en fait qui s'appelle les Dames patriotes de Saint-Denis. Puis sont tout de même près là, de 150. Ils s'assemblent en fait de manière assez récurrente là, pour mettre en place des moyens d'action en soutien à la cause et à leur époux par le fait même, là, à leur époux qui participe un petit peu plus au niveau de l'action sur le terrain. Oui. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les femmes du mouvement patriote ont toujours un peu cette position reculée-là d'appui. Effectivement, ben leur implication vont quand même être importantes, considérant que c'est eux qui vont faire la confection des drapeaux. Un drapeau, c'est important parce que ça nous représente dans une bataille ou dans une assemblée. Puis ils vont aussi confectionner les étoffes du pays, un peu les comme la ceinture fléchée, effectivement. Pour finalement soutenir le mouvement de boycott des produits d'importation, mais aussi plus de choses. Là. Ils vont notamment parler beaucoup des rébellions. On pense finalement que les femmes ont pas d'opinion sur les rébellions, mais finalement on va trouver quand même plusieurs récits là, justement qui vont relater leur position politique. Fait que c'est quand même intéressant là, de mettre ça en perspective. On comprend donc bien là, pourquoi le village de Saint-Denis est central, c'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Par contre, il n'est pas épargné par la crise agraire qui va faire des ravages là, sur l'économie et sur la société bas-canadienne en général pendant les années 1830.
Ce contexte-là de précarité, ça va certainement influencer là, l'implication des cultivateurs dans la cause patriote et va permettre en fait au mouvement de grossir et de compter d'autres membres finalement que l'élite intellectuelle bas-canadienne dont on connaît finalement bien leur implication. Alors qu'il y a plusieurs chercheurs là, qui avaient démontré que le mouvement patriote, c'était en premier lieu un mouvement qui était bourgeois, le voile enlevé sur le contexte de crise agricole, ça vient quand même relativiser là, ce constat pour finalement montrer que le mouvement, c'est assez multiclasse et multiethnique. S'il y a des divisions puis des contradictions au sein du mouvement, c'est qu'il s'agit d'implications idéologique, beaucoup pour les intellectuels qui l'ont pensé finalement, mais à résonance qui est finalement très locale pour celles et ceux qui vont y participer. Okay. Donc maintenant que c'est dit, que j'ai mis un petit peu la table, je vais passer au festin. Je sais pas trop c'est quoi. Oui, je sais pas trop c'est quoi cette référence-là à la nourriture. Corbeaux, c'est ça, hein? Je sais pas si c'est parce que j'ai faim ou en tout cas bref. Mais je vous amène en novembre 37, quelques semaines après l'assemblée là, des 6 comtés qui avait eu lieu à Saint-Charles sur le Richelieu. Qui est tout près. Oui, effectivement, là, c'est des villages assez voisins. J'en avais d'ailleurs là, parlé dans une précédente chronique il y a quelques semaines. Mais quelques jours avant l'assemblée du mois d'octobre, à Montréal, on a une bagarre qui est tout de même assez là, importante entre les Fils de la Liberté, qui est une faction plus radicale du mouvement patriote, contre le Derry Club, qui est un club Tories. 10 jours après la bagarre, alors que les tensions là, vont continuer de monter, même s'escalader entre les deux groupes, les autorités britanniques vont émettre 26 mandats d'arrêt contre les principaux chefs patriotes, les principales têtes d'affiche. Ces mandats d'arrêt-là, ça va ouvrir la porte là, à la prise des armes par les troupes britanniques, mais aussi par les patriotes du même coup, au cours des semaines qui vont suivre. Il y a une escalade, en fait. Oui, exactement. La nouvelle comme quoi, finalement, Papineau aurait trouvé refuge à Saint-Denis vient aux oreilles des autorités. Alors que sa tête est toujours mise à prix là, du côté britannique, on veut pas perdre la chance de mettre la main sur notre petit Papineau. Mais pourquoi est-ce que ce serait sauvé à Saint-Denis? C'est assez loin du centre de pouvoir. Oui, effectivement, c'est pas une bonne idée pour lui de rester à Montréal, considérant que la majeure partie là, des troupes britanniques puis de l'autorité est à Montréal, donc c'est mieux pour lui finalement d'aller d'être loin du pouvoir, c'est un avantage. Okay. Exactement, puis d'aller finalement dans des réseaux de soutien qui se créent partout autour du Richelieu, donc ça lui permet d'avoir une protection supplémentaire en partant vers Saint-Denis. Parmi les fidèles, ok. Exactement. Ça a l'air presque religieux, son affaire. Donc, du côté britannique, c'est ça. On le cherche. Comme il est considéré finalement comme le principal agitateur là, de tout ça. En fait, Papineau, il va pas rester à la bataille de Saint-Denis. Il va quitter assez là, subtilement la bataille avec O'Callaghan, qui va finalement l'amener jusqu'à Saint-Hyacinthe, qui est un autre réseau de soutien finalement. Ce qui va lui attirer quand même un bon mépris là, auprès de plusieurs historiens qui vont traiter des rébellions par la suite. On va dire que c'est un lâcheur, que finalement il a abandonné justement le mouvement. Parce que finalement, Papineau, on essaie un peu de l'épargner des conflits armés comme ça. C'est comme le drapeau, on veut pas le perdre. C'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que c'est mieux pour lui, comme il mate vraiment beaucoup la population avec lui, il soulève vraiment les gens, c'est un orateur hors pair. C'est mieux de le garder, puis que il se fasse pas tirer dessus finalement, puis qu'on le perde. Il vaut un combattant, mais il vaut 4 orateurs, donc. Exactement. Exactement. Mais si on revient à la bataille en soi, on va ordonner la retraite de quand même 350 soldats britanniques du lieutenant-colonel Gore, qui était à ce moment-là à Sorel. Là, ça me prendrait moi aussi des cartes là, pour finalement faire le petit tracé. Mais Sorel, c'est à environ 25 km là, de Saint-Denis. Fait que c'est une bonne marche quand même. Là. Le 22 novembre, donc la veille de la bataille. Donc, le 22, ils partent. Ils arrivent aux portes du village au matin du 23 novembre. Ils ont marché toute la nuit? Ouais, ils ont marché toute la nuit parce en plein hiver? Oui. C'est... Ils étaient vraiment motivés, là. Mais finalement, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est un peu un effet de surprise. Hein. Ils désiraient réveiller les patriotes par leur attaque. Mais ce qui arrive, c'est que les soldats vont quand même
plutôt être en mauvais état, notamment à cause de la température. Ils sont fatigués aussi. Ils ont quand même marché 25 km, ce qui est pas rien, là. C'est pas la marche que j'aime prendre à tous les jours en hiver, la nuit surtout. Avec 100 livres de fusils et de Exactement. munitions sur le dos. Exactement, parce que eux en ont des munitions, là. Fait qu'ils sont trempés, sont gelés de leur marche nocturne. Saint-Denis, c'est pourtant pas la seule ni le premier choix de cible du 23 novembre. En fait, le but initial, là, c'était vraiment de passer par Saint-Denis, où on croit pas nécessairement avoir tant de résistance à ce moment-là, pour se diriger à Saint-Charles et là attaquer. Saint-Charles, qu'on se rappelle, qui est pas très loin. C'est donc 2 détachements de l'armée là, qui vont partir de Montréal pour attaquer Saint-Charles. Ça, on remonte un petit peu avant le 22 novembre, finalement. L'un sous le commandement du colonel Wetherall. Celui-là, il va prendre la route du sud par Chambly. Puis là, encore là, faute de carte, je peux pas vraiment faire des gestes. T'as quand même la caméra sur toi. Ouais, si on a des gens qui écoutent Facebook en ce moment. Comme ça. Puis on va aussi avoir l'autre commandement par le colonel Gore, justement, qui va prendre la route du nord par Sorel. Fait que c'est pour ça qu'ils sont à Sorel à ce moment-là. C'est qu'on a 2 angles d'attaque, finalement, pour se rendre à Saint-Charles. C'est à partir de maintenant là, que les sources se mêlent sur les effectifs militaires, les motifs et l'éclatement de la bataille à Saint-Denis. Puis c'est assez difficile là, de comprendre exactement la suite des événements, mais ce qu'on est assez convaincu, c'est que de leur côté, les rebelles de Saint-Denis, sous les ordres du docteur Wilfred Nelson, eux sont déjà prêts, hein, ils les attendent. Les escarmouches vont commencer environ vers 9h le matin. À ce moment-là, il y a juste 200 patriotes. On se rappelle qu'il y a 350 militaires britanniques. Puis les patriotes sont pas tous armés de fusils. Et puis ceux qui le sont, ils ont des armes en très mauvais état, vraiment désuètes. On se rappelle que même si on est en milieu colonial, on est quand même contre la plus grande armée là, de leur époque. Donc c'est très inégal. Exactement. On va voir durant la journée des patriotes de quand même une couple de villages environnants là, qui vont venir prêter main forte à Saint-Denis. Cependant, là, vers 14h, on va commencer à avoir un petit peu peur. On n'a plus vraiment de réserve de poudre. Les munitions diminuent. En fait, il y en a presque plus. Fait que Nelson va décider d'envoyer son bon ami, Georges-Étienne Cartier, à Saint-Antoine, de l'autre côté du Richelieu, pour aller s'approvisionner en munitions. Fait que ça non plus, c'est pas une petite marche. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on sait pas encore combien de temps ça va durer finalement la bataille. Son retour est assez apprécié parce que non seulement il va revenir avec des munitions, mais avec un nombre considérable de patriotes de Saint-Antoine, Contrecoeur, Saint-Ours, Verchères. C'est effectivement ces renforts-là là, qui vont faire toute la différence sur la victoire. Devant des soldats finalement épuisés, démolis, puis presque sans munitions eux aussi. Gore décide de retirer finalement ses troupes vers 15h. Donc les Patriotes sont vainqueurs de cette bataille-là qui aura duré quand même 7 heures. Hey, quand même. Selon Amédée Papineau, qui est le fils de Louis-Joseph, il va avoir environ 60 morts chez les Britanniques. L'historien Hello David, lui, va en dénombrer 30. Tandis que Eleanor Kate Senior, elle va dire qu'il y en a 6, 10 blessés puis 6 disparus, qu'on sait pas trop son où. C'est un peu ce que je vous disais là, en intro à ma chronique, qu'on le sait pas vraiment. Quelque chose entre 6 et 60 du côté patriote. C'est très près. Oui, c'est ça, c'est très précis. C'est plus consensuel. On a 12 morts et 7 blessés. L'après-victoire est quand même un peu moins glorieux. Les prochaines batailles là, de Saint-Charles et de Saint-Eustache vont être absolument destructrices du côté patriote. L'événement de Saint-Denis a pourtant été assez marquant là, pour que les autorités gouvernementales se sentent menacées par les patriotes. C'est vraiment la première fois qu'ils vont considérer la force puis l'envergure du mouvement. Gore, qui avait choisi finalement la retraite la journée du 23 novembre, garde une bonne haine contre le village, tellement qu'il va revenir le 2 décembre suivant pour incendier le village en entier, détruire toutes les maisons sans résistance vraiment possible des habitants qui, pour la plupart, sont dans d'autres villages parce qu'il y a quand même d'autres escarmouches ailleurs. Donc, je vais utiliser le peu de temps qui me reste pour conclure en disant que la bataille de Saint-Denis, c'est sans aucun doute là, un événement marquant pour le mouvement patriote. Cette victoire-là va également en fait participer à forger l'idéal national de la cause indépendantiste au Québec, parce qu'elle représente, oui, la résistance, mais aussi la victoire contre l'oppression, et ce encore aujourd'hui. La résistance contre le colonialisme, peut-être. Oui.
Je voulais terminer là avec un extrait, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais sinon, là, je mettrai un petit extrait de la chanson Saint-Denis, qui est par Alexandre Billiard sur notre page, qui est en fait un poème chanté là, qui avait été écrit par Louis-Honoré Fréchette, qui décrit quand même bien là, la nostalgie qu'on va garder par rapport à la victoire à Saint-Denis. Merci beaucoup, Sabrina. Pour en savoir plus sur toute l'histoire des Patriotes, je vous suggère de reculer dans le temps sur notre page et aller écouter une chronique en 2 temps sur l'histoire des Patriotes. Les plus anciens fans de l'émission vont certainement reconnaître le nom de David Girard, qui a fait ses chroniques le 7 avril et le 26 mai. Sinon, pour les plus contemporains, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Sabrina du 10 mai 2019 sur les symboles des Patriotes durant la Révolution tranquille. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, histoire de passer le temps sur choc.ca, merci à tout le monde d'avoir été en studio avec moi aujourd'hui. Donc, Jean-Noël Roland, Elliot Boulat, Sabrina Gaudreau-Drouin, à la régie Marie-Laurence Rowe et Xavier Spratt. Merci à tout le monde. Merci à toi, Joël, pour l'animation. Et je vous rappelle que vous pouvez aller voir toutes nos émissions sur choc.ca, Spotify, Google Play, vos plateformes de balado-diffusion préférées. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 16h sur les ondes de choc.ca. C'était histoire de passer le temps et bonne fin de semaine à vous tous.